Bienvenue Lucien, je suis ravie de t'accueillir. Je vais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu as 34 ans, tu es cancérologue et radiothérapeute et tu es aussi romancier. Et moi, c'est tes mots justement qui m'ont conduit à toi puisque je suis une fervente lectrice sur LinkedIn et j'ai découvert tes posts qui m'ont beaucoup touchée. Ça m'a d'abord en fait interpellé le fait que un cancérologue prenne la parole sur LinkedIn, parce qu'il y en a finalement très peu, je trouve. Enfin, c'est en train d'arriver, mais c'était pas courant que de lire les mots d'un oncologue. Et ensuite, il y avait toute cette sensibilité que tu donnais à lire, en fait. C'est-à-dire que c'était vraiment le cœur sous la blouse. Et voilà, t'étais pas là pour parler technique. Enfin, tu dévoiles vraiment toutes les émotions liées à l'exercice de ton métier. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée, en fait. Et je trouvais que ça avait du sens, justement, de pouvoir discuter avec toi dans ce podcast, donc consacré au sujet de la mort. Et justement, je voulais te demander, puisque ce podcast s'appelle Happy End, si ces mots résonnent pour toi. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut envisager une fin heureuse ou tout du moins apaisée? Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Et moi aussi, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Je t'avoue, lorsque tu m'as contacté, je me suis demandé, mais qui est cette personne? De quoi elle parle? Elle parle de la mort. Moi, c'est un sujet qui, je pense, qui m'a posé beaucoup de questions très jeune. Et je pense que beaucoup de mes projets se sont interrogés à cette question de la mort. Et je pense qu'on en parlera. Mais c'est très intéressant, cet inconnu qui nous concerne tous, mais qu'on choisit de ne pas voir. Et pourtant, c'est ça qui donne de la valeur à tous nos jours. En fait, la mort heureuse, c'est une question qui est très complexe. Parce que, tu le sais, je pense aussi, ça dépend d'une part de la circonstance de la mort, de l'âge, de la façon dont on a vécu aussi sa vie, est-ce qu'on s'en est préparé, est-ce qu'on y a pensé. En tout cas, moi, en tant que cancérologue, je sais qu'il y a très peu de patients qui envisagent la mort avec joie. Parce que dans le cancer, il y a toujours cet événement qui arrive, qui n'était pas prévu, qui arrive comme une enclume, qui remet en cause tout ce qu'on est, tout notre entourage, tous nos projets, toute la conception du temps finalement. Le futur ne se considère plus qu'à quelques mois, et encore avec beaucoup d'étapes que sont les examens et les traitements. Et donc, c'est inentendable, lorsqu'on a un cancer, souvent, de parler même de la mort, tout simplement. Récemment, j'ai eu cette discussion autour de la mort, et je pense que j'en parlerai bientôt sur les réseaux, parce que c'était une discussion autour de la mort. Je ne sais pas si je prends trop d'avance par rapport à ce que tu veux me parler, mais j'y pense comme ça en te parlant. C'est une patiente que au départ, elle avait un cancer localisé, qu'on a traité, et là, elle a fait une récidive avec des métastases. Et c'est une patiente qui est très digne, qui ne veut rien montrer, jamais. Et je lui ai demandé quand même si elle veut pas s'arrêter de travailler au travail, elle veut pas que ça se voit, elle a une béquille, et elle dit aux personnes au travail elle a fait une chute, voilà. Et je lui ai demandé si on avait parlé avec ses enfants et de la maladie. Et elle m'a dit non, je veux pas qu'ils soient au courant, je veux pas qu'ils sachent à quel point c'est grave. Mais je lui ai demandé à ce moment-là, est-ce qu'elle, qu'on était honnête l'un envers l'autre, et qu'elle savait que lorsqu'une maladie finalement devenait un peu avancée, il y avait cette ombre de la mort qui était de plus en plus présente, et que je pense qu'elle allait y penser. Elle m'a dit qu'elle y pensait. Et je lui ai demandé, mais quelle considération cela fait par rapport à ses enfants? Et je parle de ses enfants parce que lorsqu'on est enfant soi-même, il y a plein de moments où on a dit à nos parents, mais tu aurais dû m'en parler. Voilà. Ouais. Et souvent, lorsqu'on a des enfants, moi j'ai des enfants qui sont tout petits, donc il n'y a pas encore ces questions-là, mais ils sont toujours trop petits comme si qu'ils ne pouvaient pas pouvoir prendre ce qu'ils peuvent prendre, et comme si on ne pouvait pas communiquer avec eux. Après, c'est à chacun de sentir cela. Mais cette question de la mort, c'est une question souvent qu'on réfléchit seul, alors que je pense que les personnes qui sont autour de nous peuvent nous aider à y réfléchir, pas comme quelque chose qui va y arriver, mais comme un possible auquel on peut être confronté. Et en tout cas, dans la discussion que tu as eue, parce que c'est courageux d'avoir abordé le sujet avec elle, si c'est pas elle qui t'a tendu
finalement, la proposition qui t'a proposé d'en parler, c'est parce que tu as l'impression que peut-être elle pourrait priver ses enfants d'un accompagnement, de discussions qui sont précieuses, c'est ça ? C'est ça. En fait, j'avais le sentiment que cette personne qui était très forte, comme beaucoup de patients atteints de maladie et comme beaucoup de personnes tout court, très forte, qui voulait tout affronter seule sans faire porter un seul moment le fardeau à ses enfants, qui étaient grands pour la plupart, qui avaient autour de 20 ans. On se comptait pas, je pense qu'on considère tout ça toujours comme petit, mais grand. Et en fait, je voulais pas... En fait, je sais qu'il y a une solitude dans la maladie et que les maladies aujourd'hui sont très longues, parfois plus longues qu'on ne le pense. Le cancer a tendance à devenir une maladie chronique dans beaucoup de pathologies. Et que ces enfants qui peut-être ont leurs parents qui les rassurent, peut-être qu'ils seraient très heureux à ce moment-là de pouvoir être là pour la personne, l'accompagner à certains rendez-vous, ou avoir ces discussions aussi importantes que sont qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce que tu vas devenir, comment je peux être là pour toi, et comment on peut construire ce nouveau présent que nous avons ensemble en tant que famille, finalement. Parce que non, ce n'est pas un non-événement, c'est un événement. Comme j'ai dit au début, on a 2 éléments en commun, tous les humains. On est né un jour et on va mourir un jour. Et moi, lorsque j'ai lu ton site internet, j'ai trouvé ça intéressant que tu parles de professionnels que je ne connaissais pas du tout, par exemple des doulas, du deuil. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une concentration extrême sur tout en ce qui se concerne la naissance, de bien arriver au monde. Mais lorsqu'on s'approche, lorsqu'on parle de quitter ce monde, lorsqu'on parle de maladies qui sont potentiellement mortelles, on a du mal à l'envisager comme quelque chose qui peut se vivre autrement que seul. Et finalement, l'entourage va se réveiller au moment où la personne sera déjà partie. Et c'est là où on fait des enterrements, on fait des discours, on dit à toute la personne ce qu'on pensait d'elle, ou ce qu'on aurait aimé faire pour elle, construire avec elle, ou tout ce qu'on a vécu avec elle, alors que la personne n'est plus là. Et je pense que souvent, ces personnes craignent en fait que et elle en fait c'est peut-être ça, maintenant que j'y pense, ce qu'elle m'a dit, c'est je n'ai pas envie qu'on ait pitié de moi. Et je pense que c'est ce changement du regard des autres que ces personnes craignent. En fait, lorsqu'on devient mourant, alors qu'on est tous mourants finalement, mais bon, ça c'est inentendable, parce que ça on peut pas dire à quelqu'un qui a une maladie qui menace la vie à moyen ou long court terme, comme moi aussi, j'ai ma vie qui est menacée, parce que non, ce n'est pas la même chose. Donc, mais lorsqu'on devient malade, très malade aux yeux des autres, finalement les rapports changent. Et je pense que cette personne-là, ce qu'elle craint, c'est d'avoir un regard différent de la part de sa famille, d'avoir un regard différent de la part de ses collègues de travail. Elle ne veut pas de pitié. Et je pense que c'est ça qui fait hésiter. Encore une fois, souvent, je vais parler, je vais dire des choses qui sont ma pensée actuelle. Moi, à 34 ans, alors que je n'ai pas vécu grand-chose, je ne sais pas ce qui se passe réellement dans l'esprit de quelqu'un qui atteint d'une maladie grave. Je ne sais pas réellement de ce qui se passe dans quelqu'un qui a vécu toute une vie, qui a 50 ans, pas toute une vie, qui a vécu une vie avancée, à 50 ans, qui a des enfants qui sont déjà grands, qui a un mariage qui a été long, etc. Moi, je parle avec ma vision d'aujourd'hui, mais... Qui évoluera. Exactement. Et je sais que parfois ma pensée a à peine été formulée qu'elle a déjà évolué. Donc, c'est marrant ce que tu dis, parce que mon père, qui avait un cancer du pancréas, il a fait ce choix que personne ne sache qu'il était malade. Donc ça a duré un peu plus d'1 an. Alors, sauf nous, ses 2 enfants, sa femme, et c'est tout. Et peut-être 1 ou 2 amis. Mais ça a d'ailleurs été compliqué pour nous, parce qu'on vivait quelque part, tu vois, quelque chose de très... Secret. Et on vivait une épreuve, en fait. Et bon, moi, j'en ai quand même parlé à des amis, mais... Et lui, c'est vrai que en fait, il ne voulait pas effectivement être contaminé par la pitié, qui pensait aussi qu'il allait guérir, et il voulait surtout pas, avoir ce regard qui pouvait, tu vois, le condamner. Et c'est un choix qu'on a respecté, qui a été compliqué aussi à accepter quand on a appelé sa mère 2 jours avant sa mort, ou sa sœur, enfin tu vois, pourquoi j'étais pas au courant. Et c'est vrai que je peux comprendre des propos que tu as eus, c'est-à-dire moi j'aurais détesté être privée de ça, c'est-à-dire de ces moments qu'on a pu partager, de ces mots qu'on a pu se dire. Pour le coup, je trouve que c'est très dur, parce qu'effectivement, et puis quand
quand je discute avec des personnes qui ont vraiment eu le temps d'accompagner, de passer ces moments d'accompagnement de fin de vie, de qualité. En fait, j'ai vraiment l'impression que ça les aide aussi à cheminer dans leur deuil et à accepter la perte. Enfin, je veux dire, c'est des moments tellement précieux et aussi qui peuvent être joyeux quand tu peux les vivre vraiment et en étant apaisé. Et pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, on a un peu perdu le mode d'emploi de la mort dans l'intimité. C'est-à-dire qu'on a perdu, on délègue finalement les personnes en fin de vie à l'hôpital, aux soignants. Et on n'a plus l'habitude de se confronter à la décrépitude, au corps abîmé. Ça fait extrêmement peur. Et c'est pour ça que chez Appienne, en tout cas, nous, on est convaincus qu'il y a des nouvelles professions qui vont arriver, comme Edoula, les référents d'accompagnement de fin de vie, les biographes hospitalières qui sont en train de se développer aussi pour, en fait, nous permettre, nous, vivants, humains, de réapprivoiser ce temps de vie et d'en être véritablement acteurs. Mais quelque part, j'ai l'impression qu'on a besoin d'être accompagnés. Comme tu dis que la naissance est bien accompagnée aujourd'hui, et ben en fait, je pense qu'on a besoin de bien accompagner la mort. Et la religion le fait de moins en moins. Elle a perdu sa place, en tout cas pour certains, pour beaucoup même. Et on a besoin de ces nouveaux guides, mais pour nous aider à tenir la main de nos proches en fin de vie, parce que c'est pas facile, quoi. Ça fait peur. Et ça bouscule. Mais je crois qu'il y a des personnes qui peuvent nous aider, des professionnels. Vous le faites en tant que soignant, mais vous manquez parfois aussi de temps. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on met en place, on fait connaître ces métiers-là. Ce que tu viens de dire, pour moi, c'est majeur. Et moi, j'ai été confronté en tant que jeune soignant à la maladie, à la mort, à la souffrance, souvent jeune, souvent seul. Et c'est vrai que ces corps, comme tu dis, abîmés, ces personnes qui disparaissent soudainement lors d'une nuit dans un hôpital, nous, on les voit. On les voit et on est en contact d'eux. Et c'est vrai que lorsqu'une personne meurt et que nous, on est amené à t'appeler la famille, et parfois on fait des rencontres avec la famille, il y a toujours une certaine surprise pour certains qui n'ont pas pu, finalement, considérer assez ce qui est en train de se jouer à ce moment-là. Ce qui est complexe aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans la cancérologie, comme tu dis, il y a vraiment une incertitude. Et il y a vraiment un espoir de guérison ou de rémission. Ça dépendra quelle est notre sensibilité, le mot qu'on va employer. Cette patiente dont je t'ai parlé, il est possible que dans à moyen terme, finalement, qu'on ait un traitement qui fonctionne très bien et qu'elle soit avec une maladie très stable et qu'elle évolue pas. Et peut-être que sa mort sera dans un horizon bien plus lointain que beaucoup d'autres patients avec des maladies similaires. Mais je pense que ces moments, ça peut être pour certains une maladie comme un cancer, mais ça peut être pour un autre un accident grave auquel il a échappé, un bus qui a failli le renverser, et il a échappé, et là tout d'un coup il a dit mince, j'ai failli, ça m'a fait très grave. Et en fait, c'est des moments en fait qui nous font tout d'un coup apercevoir le fait que notre temps ici n'est pas illimité. Et peut-être à ce moment-là, se demander en prenant conscience de ce temps-là, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais dire, avec qui j'aimerais me confier. Je sais qu'on a beaucoup de mal à faire aux personnes saines des directives anticipées parce que la mort, ça ne nous concerne pas tant qu'on ne l'a pas au moins un petit peu aperçu, dire voilà qu'il y a peut-être quelque chose que la vie s'arrêtera un jour. Mmh. Mais encore une fois, la mort a ça. Hormis, moi je parle pas de la mort brutale, je parle pas de la mort avec des maladies qui sont terribles. Je parle de la mort en général pour l'espèce humaine, parce que nous, on a cette conscience-là. Je pense qu'elle a ça de beau, c'est que c'est ça qui donne l'intensité de tous nos jours. Mmh. C'est ça qui donne l'intensité de chaque coucher de soleil, de chaque baiser aux gens qu'on aime, de chaque moment au dîner avec des amis. C'est ce côté de, voilà, c'est la vie, c'est le temps, notre temps sur Terre est limité. Et donc, je vais faire des projets, j'ai envie de voir des choses, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de partager. Et donc, cette mort, finalement, c'est pas forcément un ennemi, c'est cette limite qui donne du sens et de l'amplitude à tout ce qu'on vit. Ouais, je pense que, en tout cas, moi, j'ai vraiment le sentiment, depuis que je travaille sur ce sujet, qu'on a intérêt à la considérer comme une invitation à davantage jouir de la vie. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que, effectivement, on a tendance à oublier qu'on est mortel.
Mais quand tu vraiment t'en prends conscience et que tu te lèves le matin et tu te dis, mais en fait, est-ce que je suis vraiment heureux là où je suis ? Enfin, ça offre cette question-là régulièrement et je trouve que ça aide à être un peu plus en adéquation avec ce dont on a besoin. J'aimerais rebondir par exemple sur ce que tu as dit. Ça nous invite à plus jouir de la vie. Là aussi, c'est un dilemme difficile. Hein. Un texte que j'ai fait, d'ailleurs, qui a fait le projet que j'ai fait avec Oriane Bismuth qui est axé prévention, c'était sur le tabagisme. Parce que, en fait, on parlait du fait que, oui, il y a un plaisir, il y a une jouissance à fumer une cigarette, etc. Mais les actions qu'on fait aujourd'hui, même si elles nous apportent beaucoup de jouissance, peuvent avoir des impacts sur notre vie future. Alors, où est le gradient en termes de jouissance et de protection de mon moi futur ? On pourrait parler aussi de l'écologie, de la planète. On pourrait, tout ce qu'on fait pour notre santé, l'alimentation, tout ce qui nous fait souffrir ou donner du plaisir à l'instant T, a peut-être des répercussions sur notre moi de demain. Et donc, c'est toute la complexité de la vie. C'est quel est mon degré d'investissement dans mon moment présent par rapport au moment futur, alors que le moment futur, oui, il est incertain. Et le moment présent, il est vraiment là. Est-ce que je le saisis ou est-ce que j'investis dans moi, dans le futur, dans les autres ? Alors, tu as choisi la spécialité de cancérologue. Est-ce que tu t'es posé cette question avant de choisir cette spécialité, du fait que tu seras confronté, de par ce choix, à des fins de vie, à des situations de fin de vie, à des décès ? Est-ce que tu t'es interrogé sur ta capacité à être confronté à ça ? Je pense pas tout à fait, mais en dehors de la spécialisation de cancérologie, je pense que tous les soignants, tout notre corps de métier, on a ces expériences en commun de première confrontation avec la mort. Et ce n'est pas forcément quelque chose auquel on est vraiment prêt. Parce que ça fait partie de notre nouvelle normalité. Mais ce n'est pas normal pour autant. Et d'ailleurs, il n'y a pas forcément un grand accompagnement sur ces sujets-là, sur cette confrontation-là, pour raconter mon expérience. Lorsqu'on est interne en médecine, pas forcément en cancérologie, qu'on est amené à faire des gardes aux urgences. Déjà, les gardes sont assez difficiles. Je ne sais pas si ça évolue maintenant, mais moi, je me souviens d'un bruit, d'une densité, tous ces visages que l'on croise, toutes ces choses qu'on n'a pas le temps vraiment de saisir, qu'il faut analyser rapidement, ces corps allongés, ces corps debout, ces corps assis, ces corps douloureux. Et tout d'un coup, parfois, on est appelé parce que dans les étages de l'hôpital, parfois, il y a une personne qui est décédée. Et donc, on nous appelle pour faire le constat de décès qui est légal. Et là, on quitte ces urgences. Après, on parlait, c'est les urgences. Et on rentre dans une sorte de silence. On est avec notre blouse dans les couloirs, seuls. On va vers cet étage, on prend l'ascenseur, voilà, on redevient un peu soi un moment. On arrive dans ce couloir en pleine nuit où finalement les infirmières sont affairées, seules, on allume la chambre. Et là, moi je me sens que j'avais toqué alors que finalement, il n'y a pas de réponse forcément à attendre. Et on est forcément dans notre rôle, on arrive, on rentre, il y a ce corps au milieu de la pièce qu'on n'a jamais connu de son vivant, on n'a jamais connu le timbre de sa voix, on n'a jamais connu la lueur dans ses yeux. Et autour de lui, il y a encore toutes les traces de sa présence. Un portable sur chargeur, un paquet de gâteaux encore entamé. Et là, on doit acter le décès de la personne. Et donc, on le fait souvent avec un aspect solennel, parce qu'on essaie vraiment de bien faire son travail, alors que finalement, il n'y a personne pour voir la scène que l'on joue. Et on pose le stéthoscope, on prend un pouls. Et là, après, on ressort de là. Il faut faire semblant que tout nous a coulé dessus, que rien ne nous a touchés. Mais pour autant, je pense que nous sommes nombreux à ne pas ressortir indemnes de ces premières expériences, de ces premiers rapports. Lorsqu'on parle à des amis qui ne sont pas en médecine, en fait, très peu ont été confrontés à un corps. Ou sinon, parfois c'est un corps, oui, dans un cercueil avec beaucoup de gens autour. Mais ce corps à corps, dans ce silence, dans cette intensité, et surtout avec une personne qu'on ne connaît pas, ça fait partie de notre formation, ça fait partie de notre... je pense que ça fait partie du cursus du médecin ou du soignant. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit les soignants, il y en a beaucoup qui racontent cette première confrontation. Je crois que dans un Léopard sur le garrot de Jean-Christophe Ruffin, il en parle. De sa garde, où pareil, il fait un constat de décès. Et donc, ce n'est pas la cancérologie qui nous confronte à la mort. Je pense que dans beaucoup de spécialités, on est confronté
à la mort. La médecine, on va prendre en charge des patients qui sont malades. Et lorsqu'on est malade, bien sûr, il existe des maladies qui ne menacent pas la vie, mais il y a toujours le risque que la vie s'arrête. Après, pourquoi la cancérologie, si je continue la question? Je pense qu'il y a quelque chose qui ne me lassera jamais, et c'est sinon le rapport avec le patient. Hier encore, lors de ma consultation, j'ai eu des rapports avec des patients, comme cette patiente en béquille. J'ai eu d'autres patients, première consultation avec l'épouse, d'autres qui ne parlaient pas français avec leur enfant. Il y a toujours des choses qui se jouent. Et le fait que ça soit le cancer et qu'il y ait un énorme impact social du cancer, alors qu'aujourd'hui, il y a plein de maladies qui sont aussi mortelles. Le cancer est devenu de moins en moins mortel avec le temps. Il y a plein de maladies dont on guérit totalement, de maladies cancéreuses dont on guérit totalement. En fait, il y a une intensité, il y a des discussions, il y a ces moments, finalement, qui n'auront pas pu avoir lieu ailleurs. Et moi, je sais que cette relation médecin-patient, je savais que ça n'allait jamais me lasser. Au-delà de la technicité, au-delà de tout ça, je sais que toutes ces rencontres que je fais, ça me nourrit énormément. C'est d'une richesse. Et même aujourd'hui, je pense que je n'ai pas encore observé toute la richesse que ça m'apportait. Je sais que parfois, entre deux consultations, la personne sort, il faut que je note cette phrase qu'il m'a dite, parce que voilà, pour moi, il y a des choses derrière cette phrase, et ça me fait réfléchir, et ça me fait penser. En fait, ça a un impact en dehors de la consultation sur ma vie, sur ma conception du monde, sur ma conception des autres. Et non, ça m'apporte beaucoup de choses. Et comment, justement, tu te formes, tu apprends à annoncer des diagnostics difficiles, justement, qui va mettre les personnes sur la... Enfin, voilà, d'apprendre que potentiellement ça peut ne pas fonctionner. Enfin, comment tu apprends ça? Est-ce que ça s'apprend? Comme beaucoup de choses, je pense que ça s'apprend par l'erreur. Ouais. Est-ce que tu te souviens, par exemple, d'une erreur qui t'a marqué où tu t'es dit, là, j'ai pas su dire, par exemple, que les traitements n'étaient plus possibles et qu'on rentrait en phase palliative? Enfin, tu vois, est-ce que t'as un souvenir, par exemple, comme ça, d'une erreur que tu ne reproduiras plus? Alors, déjà, pour te dire, est-ce qu'il y a des formations? Ouais. Durant les études de médecine, moi, ce qui m'a donné aussi envie de faire cette spécialité, c'est que je me souviens d'un atelier avec une sorte de mise en scène avec d'autres étudiants où on devait annoncer. Et j'ai senti que dans cet exercice-là, j'étais assez à l'aise. Et que j'ai l'impression d'être plutôt bon. Ça veut dire que j'arrivais, je prenais plaisir à choisir les mots, et je voyais qu'il y avait une force dans savoir choisir ces mots, et dans savoir finalement qu'un mot qui aurait été dit à la place de l'autre pourrait avoir des conséquences qui pourraient être importantes sur l'observance d'un traitement, ou sur le fait que vive bien ou pas sa maladie, ou ses relations avec sa famille. Donc ça, mis de côté au niveau de la formation. Après, j'en ai pas forcément eu d'autres, parce qu'on a tellement un corpus de connaissances importants à apprendre que c'est pas ce qui est mis en avant. Après, il faut qu'on soit clair, hein, c'est pas parce que je prends plaisir à raconter ce que je vis, ce que je traverse, que je suis le médecin le plus empathique du monde. Au contraire, je pense que lorsqu'on travaille sur ces expériences, et qu'on pense au contraire qu'on peut encore progresser. Et moi, je fais beaucoup d'éthique médicale, et je pense que lorsqu'on fait de l'éthique, c'est parce qu'on sait qu'il y a plein de choses dans notre environnement qui peuvent nous amener à ne pas être éthiques, et qu'il faut toujours se battre pour essayer de voir ce qui est en tension lorsqu'on prend des décisions, et s'améliorer sur ces plans-là. Donc, il m'est arrivé, lors des consultations, de dire des mots où, en regardant le visage de la personne, j'ai vu que ce n'est pas le bon mot, mais c'est trop tard. Il m'est arrivé d'utiliser une image que tout le monde a dit, l'épée de Damoclès, tout comme ça. Et j'ai vu des conséquences tout de suite après ça. Donc en fait, et après ça c'est pendant cette formation, donc on apprend. J'apprends tous les jours. Ça veut dire que à chaque fois que je suis confronté à une situation qui n'est jamais la même, parce que si même le patient il a la même maladie, dans la même situation, avec le même traitement, il n'a pas la même culture. Il n'a pas la culture qu'on n'apprend pas du tout, et la culture qui va aussi avec tout son inconscient, tout son rapport à la mort, tout son rapport à la maladie. Il n'a pas la même famille, il n'a pas l'environnement, il n'a même pas le même parcours de vie. Et donc en fait, pour moi, c'est de l'improvisation qui est tout le temps renouvelée. En fait, on ne peut pas faire des phrases toutes faites parce qu'elle n'est jamais adaptée à la personne qu'on a en face de nous. Et ce qui est malheureux dans une consultation, c'est que oui, une fois qu'on a dit le mauvais mot, la personne en face de nous, elle l'a déjà absorbé. Si on essaie de ramer en sens inverse pour essayer de corriger, non, parfois il faut l'accepter. Il m'est déjà arrivé de dire, désolé, je vois que le mot que j'ai utilisé, vous l'avez pas forcément bien pris, donc peut-être que je me suis mal exprimé, et j'aimerais bien qu'on rediscute de ça. C'est hyper important.
Voilà. Et le terme de guérison, de rémission, j'en ai longuement parlé avec Delphine et Rémi lors de notre podcast Sous la blouse d'un cœur, parce que je sais que c'est quelque chose qui peut changer, encore une fois, totalement la vision du patient et de sa maladie. Est-ce que des patients t'ont déjà... Tu as reconnu, tu as réussi à, par exemple, parfois à revenir tout de suite sur une erreur parce que tu as senti en face de toi que la personne l'accueillait mal. Est-ce que tu as déjà des patients qui sont revenus sur des moments avec toi en te disant en fait, j'ai pas bien vécu ce moment-là, qui t'ont aidé finalement à te remettre en question sur ta façon de faire? Non. Le souvenir, j'ai le plus fort. J'avais écrit un texte à ce sujet. C'est qu'encore une fois, j'avais pas vu que la phrase a été mal perçue. Je crois que j'avais j'avais dit qu'il fait une contraception avec un traitement qui pourrait être tératogène. J'ai une personne en âge de procréer. Et en fait, j'ai pas perçu que la personne avait une énorme sensibilité sur ce sujet parce qu'elle était seule, qu'elle n'était pas accompagnée, que pour elle, je lui faisais remarquer qu'elle était seule et qu'elle n'était pas accompagnée. Okay. Voilà. Et cette personne, après, elle a envoyé un mail au secrétaire pour changer de médecin. Voilà. Et ça, c'est des retours parfois en direct qu'on a en se disant... Ouais, et moi, j'avais très, très mal vécu parce que je me suis dit, mince, en fait... quelqu'un veut pas être traité par moi et pour moi, et j'avais pas repéré surtout, j'avais pas remarqué. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on se dit, mince, en fait, on pense être à l'écoute et en fait, on ne l'est pas réellement. Après, il faut pas oublier que nous aussi, nous sommes des humains. J'ai eu dans ma vie médicale encore courte des moments où finalement dans ma vie personnelle c'était assez compliqué, et dans ces moments-là, quelle est l'écoute qu'on peut réellement avoir, qu'est-ce qu'on peut réellement absorber en termes d'empathie. Pareil, là j'ai ma fille qui est née il y a 2 mois avec un petit garçon un peu plus grand. Il y a la fatigue qui rentre en jeu, il y a des moments où je sentais que voilà, ça allait moins vite dans ma tête. Et donc comment on peut aussi faire avec ça. Et il faut savoir aussi qu'en face de nous, et moi si j'étais patient ce serait le cas, c'est inentendable qu'un médecin prenne moins de temps ou moins d'attention à sa consultation parce que dans sa vie personnelle ça va pas. À ce moment-là, on attend toujours la même considération. Et d'ailleurs, je parle souvent de ça dans les consultations. Lorsqu'on a une consultation de 20 patients, ce qui est complexe en tant que médecin, c'est qu'on veut que le 20e, il ait la même concentration, la même intensité de décision que le premier. Il n'y a que des premières consultations, finalement. Et pour les patients, c'est toujours la première consultation. Parfois qu'ils ont noté dans un agenda des mois à l'avance. Alors que nous, même si on a fait plusieurs et qu'on est fatigué, ça est compliqué. Il faut se ressourcer pour attaquer la consultation comme si c'était encore la première. Il y avait un point que je voulais voir avec toi, que tu avais abordé, c'est la juste distance. La juste distance ou ou moins de distance, justement, quand tu es amené à annoncer une mauvaise nouvelle, ou en tout cas que ton patient, ou peut-être même son proche, parce qu'il y a souvent des consultations qui se font, j'imagine, en famille ou en couple. C'est comment tu consoles. Est-ce que ça t'arrive de consoler un patient ou un patient et son proche? Et comment tu t'y prends? On peut toujours consoler. Non, en plus, c'est une phrase qui peut-être est d'Hippocrate ou autre, c'est guérir souvent, soulager parfois, consoler toujours. Et en fait, on peut toujours consoler. Mais ça, après, c'est aussi avec la juste distance. Il faut d'une part faire avec ce qu'on est capable de faire et ce que la personne est capable de faire. Il y a parfois, aujourd'hui, on est en plus dans l'ère de l'empathie, c'est-à-dire que tout le monde cherche un médecin empathique, à l'écoute, etc. Déjà, il faut savoir qu'en médecine, le plus important, je pense, c'est d'avoir un médecin qui fait bien son travail de médecin et qui nous soigne correctement. Il y a des médecins qui n'ont peut-être pas la même origine, la même culture, la même façon de se comporter, qui parfois peut paraître froid ou distant, mais c'est peut-être les médecins que moi j'ai vu toujours prendre le plus de soins, le plus d'attention sur les patients qui restaient tard à l'hôpital. Voilà, donc c'est pas parce qu'un médecin va être le pas empathique qu'il vous prend pas bien soin des gens, mais juste que c'est pas dans leur façon de faire et qui sont pas forcément à l'aise avec ça. D'ailleurs, je pense qu'il vaut mieux qu'un médecin qui vous pose la main sur l'épaule, qui soit à l'aise avec ça, plutôt que quelqu'un qui fasse de façon inconfortable et qu'on sente pas d'intention derrière. Moi, je suis d'origine méditerranéenne, donc c'est vrai que c'est assez naturel pour moi, parfois, de poser une main ou d'avoir peut-être plus d'empathie. Mais aussi, voilà, l'empathie, c'est ce qu'on peut donner, ce qu'on peut absorber, mais c'est aussi ce que l'autre peut recevoir. Et on est, à l'inverse, les personnes ne veulent pas être consolées. Certaines personnes ne vont pas forcément bien prendre, qu'on pose la main sur la main. Il faut aussi, c'est de l'écoute, ça se joue à deux. La juste distance, ça s'apprend. Et je ne pense pas, encore une fois, être totalement l'expert de la juste distance. En
En fait, récemment, il y a une patiente qui, en fin de traitement, a voulu m'enlacer. Une patiente qui est assez âgée, etc., pour me remercier. Et elle a fait assez vite, je ne l'ai pas fait, voilà. Donc, voilà. Et ça m'a fait réfléchir à une situation qui a eu longtemps, que j'avais sûrement enterrée. D'un de mes premiers patients dont je me suis occupé, c'était un patient qui était dentiste, qui a une maladie très grave de la plèvre. Donc, c'est un mésothéliome. Et c'était un de mes premiers patients en tant qu'interne. Et du coup, je me suis beaucoup occupé de lui. Et les patients en médecine, plus ils s'altèrent, plus ils sont hospitalisés souvent. Et lui était de plus en plus souvent hospitalisé. Et quand on est hospitalisé, on voit l'interne régulièrement. Et à un moment, il fallait arrêter les traitements parce que sa maladie progressait trop, il était trop fatigué. Et à ce moment-là, j'ai eu ces discussions avec lui sur l'arrêt des traitements, sur tout ce que ça voulait dire. Et qu'en fait, l'arrêt des traitements curatifs ne veut pas dire l'arrêt des traitements tout court. En fait, il y a du soin dans l'absence de traitement à visée antitumoral ou autre. C'est pas l'absence de soins. Ça, il faut bien le garder en tête. En fait, les soins de confort, ce n'est pas du non-soin. Et à ce moment-là, il m'avait dit que je lui faisais penser à son fils. Est-ce qu'il pouvait me prendre dans ses bras? Et à ce moment-là, moi, j'ai refusé. J'ai refusé, pas parce que je n'aimais pas ce patient. Au contraire, je pense que même en parlant aujourd'hui, je pense que j'avais beaucoup d'affection pour lui. Mais en fait, ce que je lui ai dit, et ce que je pensais alors, c'était de me dire il fallait que je garde la juste distance avec lui pour prendre les bonnes décisions pour lui. Mais en fait, déjà, je pense qu'il y avait déjà de l'affect, donc en fait, ça n'aurait rien changé, cette étreinte. Ce patient est mort quelques jours après. Et cette étreinte, ce moment qui ne coûtait rien, il m'a beaucoup pesé ensuite, beaucoup manqué. Lorsque j'ai repensé à sa patience, ça m'a beaucoup ému, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'empêchait, à ce moment-là, de passer d'une relation médecin-soignant à une relation humain-humain, en fait. Oublier la blouse, oublier tout ça, d'être une personne qui, finalement, me proposait quelque chose qui est très simple, et moi qui l'ai refusé, peut-être pour le rôle, peut-être pour la blouse, peut-être pour la déontologie. Voilà. Et ne pas très bien savoir où se placer. Aujourd'hui, si une telle situation exactement la même se reproduisait, peut-être que je ferais une étreinte, mais peut-être pas. Peut-être que j'aurais d'autres choses, d'autres barrières internes qui m'empêcheraient de le faire. Est-ce que c'est pas aussi ce qu'on vous apprend, de laisser vos émotions au vestiaire pendant toutes vos années de médecine? Il y a quand même cette transmission de vous êtes là pour soigner. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui est rentré en ligne de compte? Ce qui est important dans ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, on est là pour soigner. On est là pour soigner, et on sait que tous les métiers de soignants sont en tension parce qu'il manque d'effectifs. Et ce qu'on a besoin, c'est de soignants, de gens qui sont là pour aider sur le plan médical les personnes. Et que oui, l'empathie, etc., c'est un plus. Et l'émotion, c'est souvent assimilé à de la fragilité. Voilà. Je sais que moi, je regrettais d'avoir parfois d'être ému par les rencontres que je faisais, etc. Parce que je me dis non, il faut en fait on a besoin de toi finalement en médecine. Il faut pas que tu craques, il faut que tu restes solide, il faut que tu restes là, que tu sois fidèle au poste. Et donc oui, effectivement, l'émotion n'est pas forcément. Sinon, on te dit il faut changer de métier. Et effectivement, si quelqu'un à chaque fois qu'il s'occupe d'un patient craque, à ce moment-là, non, c'est que le métier n'est peut-être pas fait pour lui. Je pense aussi que lorsqu'on choisit le métier de soignant, on sait qu'on est confronté à des situations dures. On peut être ému, on peut être touché, mais on demande aussi qu'on soit là, qu'on soit présent. Et les gens, ils ont besoin de force parfois en face de nous. Il peut arriver de s'émouvoir avec quelqu'un, oui, mais les personnes, je pense qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Parfois, en fait, c'est nous qui tenons le phare. Et donc, si d'un coup, le phare de vacille, la personne se demande où je vais. Voilà. Et donc, c'est complexe tout ça, parce que d'un côté, je fais partie de ceux, je pense, qui sont émus par ce qu'ils traversent. D'un autre côté, je sais aussi qu'il faut de la solidité pour faire ce métier, de la rigueur, ça c'est certain, mais il faut aussi tenir la distance. Voilà, parce que être médecin, ce n'est pas seulement un jeu d'émotions, c'est aussi un travail scientifique, un travail médical pour aider l'autre, surtout. Ah, ça me fait penser à Thibaut Damy, dont je t'ai déjà parlé l'autre jour, mais donc qui est un cardiologue depuis de nombreuses années et qui a fini par faire un burn-out. Il a vécu énormément de décès et un syndrome de vicariant, donc, qui est le syndrome de compassion, en fait. Il a complètement craqué et il a récemment, il est parti, je crois, si je ne me trompe pas, en mars, faire tout un chemin, un Tour de France, pour sensibiliser
à l'impact de la mort sur les soignants. Et c'était vraiment quelque part un cri d'alerte que de dire, mais en fait, la mort est un impensé à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on n'étudie pas le circuit des défunts, c'est-à-dire par où ils passent. C'est-à-dire que, tu vois, on n'a jamais vraiment étudié finalement le corps des défunts, une fois qu'ils sortent de la chambre, qu'est-ce qui se passe, quel est l'impact que ça peut avoir sur ceux qui vont y être confrontés, les temps de la toilette mortuaire, les temps de discussion sur l'accompagnement de la fin de vie, du décès, après le décès avec les familles, n'est pas comptabilisé comme un acte. Donc, tu vois, en fait, il a tiré l'attention, il sensibilisait à toute cette impensée qui pourtant est votre réalité au quotidien. Et il allait jusqu'à dire, et c'est là, dans ces rencontres, moi j'ai assisté à une rencontre à Bordeaux qui était très touchante, avec des soignants, des professeurs, etc., qui pouvaient, ce jour-là, dire en fait ce qu'ils ressentaient à la mort de certains patients, mais qu'en fait, cette proposition de parole, finalement, était très restreinte le reste du temps. Et je trouve que c'est effectivement un sujet extrêmement important pour interroger aussi des soignants et aussi en EHPAD. Cette impensée, en fait, il fait souffrir finalement parce qu'il n'y a pas d'espace de dialogue là-dessus. Et c'est peut-être aussi une part d'explication de ces soignants qui vont aussi mal parce qu'on ne prend peut-être pas assez soin d'eux et de leurs émotions, parce que malgré tout, il y en a, on reste humain. Et voilà, donc je ne sais pas comment... Est-ce que tu es aligné avec ça ? Est-ce parce que, évidemment, la juste distance, évidemment que vous devez tenir, etc., mais en même temps, vous avez une part en vous de fragilité. Et lui, en tout cas, ce qu'il souhaite, c'est que le sujet de la mort, parce que si je ne me trompe pas aujourd'hui, la mort, ça représente 2 à 3 heures dans vos études de médecine. Je ne sais pas si tu pourrais le quantifier. Non, je ne pourrais pas le quantifier, mais en fait, le constat presque, c'est on va plutôt avoir du temps de travail sur l'état de mort cérébrale, comment l'attester, qu'est-ce que ça veut dire la mort, en fait. C'est ça, ouais. Médicalement. C'est quoi la mort médicalement, ouais. Mais moi, j'ai beaucoup regretté, dans mon étude de médecine, qu'il n'y ait pas d'anthropologie, de sociologie. Ouais. Moi, j'ai fait un master d'éthique pour ça. Okay. En fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, on manque globalement des humanités en médecine pour prendre du recul sur ce qu'on fait, faire ce pas de côté pour interroger ce qui se joue dans nos consultations, dans notre espace de travail. La mort est un impensé en médecine, ça c'est certain. Parce que j'ai toujours été presque choqué lorsque j'avais des patients que j'aimais qui mouraient et que quelques heures après, il y avait quelqu'un d'autre dans la salle. Ou le même, il est mort la nuit, l'après-midi, il y avait une nouvelle entrée. Et en fait, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de blanc. Pas de sas, quoi. Il n'y a pas de sas pour dire, OK, ici était monsieur ou madame un tel, le service en est occupé, on souffle un petit peu, on prend, ou en transmission du matin, monsieur un tel, il est décédé cette nuit, de ça. Pas de, OK, on va en discuter en équipe, si quelqu'un voudrait dire un mot, est-ce qu'il avait vécu, déjà, il n'y a pas le temps, souvent, il y a une contrainte de temps. J'avais adoré mon premier semestre, j'ai eu beaucoup de chance dans ce semestre-là, parce que déjà j'étais confronté à ce moment-là à tous ces dilemmes-là, parce qu'au premier semestre on est vraiment naïf, on se prend l'arrêté de la médecine en plein visage. Et il y avait des groupes Balint, c'était des groupes où on est avec un psychologue et un animateur de groupe, tout le monde y était, le chef de service, certaines infirmières, des médecins, et les gens parlaient de leur expérience, de situations qu'ils avaient vécues. Et là, je me souviens qu'il y avait un débordement d'émotions, mais même le chef de service, il se laissait aller une histoire, les larmes pouvaient couler. Et on sortait tous de là, et c'était important. Et ce moment-là, moi, je l'attendais. Et parfois, je dis que je l'attendais, mais c'est faux, parce que parfois, on y va, on dit, j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie de m'ouvrir, en fait. J'ai pas envie d'offrir aux autres mes blessures. Mais ce qu'on craint, ces blessures. Et encore une fois, on a peur aussi, parfois, qu'on nous offre pas de poste, parce qu'on a peur qu'on se mette en burn-out. Non, bien sûr. En fait, ce cardiologue, le plus dur pour lui, c'est qu'en fait, je pense aussi, le burn-out, pour la population, c'est toujours... on peut dire, mais non, c'est pas de la faiblesse, c'est le système qui t'a fait ça. Mais en fait, il y a toujours des gens où il y aura un petit peu une seconde pensée de dire, il a pas tenu, parce que voilà, alors qu'en fait, il voit pas ce qui se joue à l'intérieur des personnes. Et je m'en souviens, moi, au moment où c'était très dur, j'en ai parlé avec un ami qui fait psychiatrie, il fait attention, là, tu feras le burn-out, le mieux, c'est de t'arrêter. Il m'avait dit, le mieux, c'est de t'arrêter à ce moment-là. Et moi, j'ai dit non, pas du tout, parce que si je m'arrête, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? On va dire, cette personne est faible,
Cette personne est faible, donc on ne peut pas travailler avec lui. Alors qu'en fait, il m'a dit quelque chose de très juste. Il m'a dit, en fait, si tu ne t'arrêtes pas, tes patients, tu as peur pour tes patients. Tu as peur, tu te dis qu'il va s'occuper de ces patients-là. Et en fait, ces patients-là, au mieux de t'arrêter une semaine et que tu continues à les prendre en charge, peut-être tu vas faire un truc brutal, tu ne vas plus tous les prendre en charge, et là, ça sera pour très longtemps. Et j'ai des exemples d'un oncologue où son histoire, je la connais parce que c'était quelqu'un qui était très proche d'un ami. C'est celui qui faisait le plus gros travail du service. Il était aimé par tous ses patients, par tous ses collègues. Il était là partout, le jour, la nuit. Un jour, il est venu à une consultation qui était blindée en plus. Le matin, il a vu 2 patients. Il était allé voir le secrétaire. Il a fait annuler tous mes patients. Il n'est plus jamais revenu. Donc effectivement, après... Moi, je tiens une certaine fierté, à ce moment-là, de ne pas m'être arrêté, d'avoir continué, d'être là aujourd'hui. Tu ne l'as pas écouté, du coup, ton ami psychanalyste? Non, je ne l'ai pas écouté. Ouais. Psychiatre, c'était un psychiatre. Okay. Non, parce qu'en fait, moi, je ne voulais pas. Et en fait, je pensais avoir les ressources en moi suffisantes et tu les avais, pour continuer. Enfin, je les avais au final. Ouais. Voilà, en fait, c'est jouer avec cette ligne de crête. Il y en a beaucoup qui jouent avec cette ligne de crête. Et je pense notamment en santé. Il y en a beaucoup qui sont en fait dans cette ligne de « Non, je peux continuer, et je veux tenir pour dire ceux que je soigne, pour mes collègues, pour tout cela. » Là, maintenant, je suis très loin de ça. Aujourd'hui, moi, je suis... extrêmement épanoui dans mon travail, j'ai pris beaucoup de recul et je pense que l'âge aide aussi. Mais le plus dur, je pense, et c'est un de mes engagements initialement, c'est ne pas me blinder et ne pas finir à l'inverse à éclater en vol. Voilà. Et pour l'instant, tu as trouvé un juste milieu. Pour l'instant, j'y perds bien. Ce qui m'aide aussi, je ne vais pas le cacher, c'est que moi, ma spécialité d'oncologie radiothérapie, on reste cancérologue. Mais on est aussi, avec la radiothérapie, on a aussi un temps technique où on prend soin des gens sans être forcément dans le corps à corps. Et ce temps-là, moi, il est précieux pour moi. Parce qu'on prend soin des gens sans être forcément dans la relation directe. Et ça, je pense que c'est un peu la soupape pour prendre soin d'eux tout en me préservant. Et c'est quoi, du coup, le ratio dans tes semaines entre les moments où tu es en consultation et les moments où tu es... Je pense que 70% du temps, c'est de la consultation, 30% du temps, c'est du temps technique. Donc, c'est, pour moi, c'est ce qu'il faut. Et est-ce que tu as déjà été... tu nous as raconté là, tout à l'heure donc, ce patient que tu avais refusé de prendre dans les bras, ça t'avait affecté, en fait, par en tout cas, son décès t'a affecté. Est-ce qu'il y a d'autres décès de patients qui t'affectent réellement et auquel sur lequel tu sens que tu as un chemin à faire pour, comme un deuil, en tout cas le deuil des soignants, hein. Est-ce que ça t'arrive ? Je ne dirais pas que j'ai réellement des deuils à faire. Ce que je remarque, c'est que tout le temps, souvent, il y a des patients qui vont me marquer plus que d'autres. Soit parce que je les revois plus souvent, soit parce que le lien qu'on a créé ensemble est amusant, ou me plaît, ou est fort, ou au contraire, il y a du caractère. Mais en tout cas, chaque décès de patient que je suis ou que j'ai été amené à connaître, il est important. Il ne me laisse pas indifférent. Après, je mentirais si je disais que le patient que j'ai rencontré une fois rapidement et dont j'apprends le décès me fait le même impact qu'un patient que j'ai suivi longtemps depuis des années. Non, ça serait faux. Mais aujourd'hui, je pense que je vis moins de deuil, comme tu pourrais l'appeler, que lorsque j'étais interne et que les patients, je les avais vraiment... j'allais les voir tous les jours en hospitalisation et qu'il y avait vraiment ce lien très régulier qui se créait et en plus d'être la première personne en première ligne. Voilà. Mais parler de deuil, non, parce que pour moi, je pense que le deuil aussi, il y a certaines étapes. Après, toi, tu me donneras ta définition du deuil. Je pense que tu es plus... Non, mais c'est ça, c'est un processus de deuil, c'est un cheminement que tu fais. Effectivement, tu passes par plusieurs étapes. Après, en tout cas, d'être affecté par le départ de certains patients, quoi, qui te laissent pas indifférent, auxquels tu vas penser. Ah ça, oui. Par la pensée, oui. En fait, si tu parles de pensée, oui, la pensée, bien sûr qu'elle y va. C'est-à-dire que ça ne me laisse pas indifférent au point de vue où... Mais après, je pense que le deuil, le problème, c'est que, en fait, on est là pour parler de la mort. La mort, c'est un gros événement, bien sûr, parce que la personne, on ne la reverra plus, on ne pourra avoir plus de contact avec elle. Mais moi, j'ai des pensées aussi fortes avec un patient qui part une complication ou avec un patient où il se passe quelque chose dans sa vie. J'ai un patient, au moment où on devait commencer le traitement, qui a fait un arrêt cardiaque, qui a été en réanimation. J'ai beaucoup pensé à lui pendant cette période-là. Donc en fait, il n'y a pas forcément que les patients qui vont mourir, auxquels on va adresser des pensées. Il y a aussi tous ces patients-là
qui sont vivants, qui vivent des événements liés à la maladie, mais ça peut être aussi des événements dans leur famille. Où, moi, les pensées, les patients qui me restent en esprit, ce n'est pas forcément les patients qui meurent, et heureusement. C'est surtout les patients qui vivent, qui sont là et que je veux voir continuer à vivre. Voilà, si j'étais quelqu'un qui n'avait les patients en esprit que ceux qui mouraient, je pense qu'il faudrait que j'arrête de changer de métier. Parce que ce qui est important pour moi, encore une fois, la mort, je trouve qu'elle donne de l'intérêt à la vie, mais tous mes patients, tous ceux qui sont autour de moi, tous ceux que je connais, je souhaite qu'ils vivent le plus longtemps possible et en meilleure santé possible. Je pensais, lors de cette réunion à Bordeaux, d'un cardiologue qui avait déjà une belle carrière devant lui, qui disait je ne sais pas si je devrais le dire, je ne sais pas si c'est bien, mais je suis allée à des enterrements de mes patients. Tu vois, il y avait cette peur un peu du jugement d'avoir eu besoin, mais en l'occurrence, c'était des suivis à long terme, d'être là pour l'hommage. Tu vois, comme si ça lui permettait, lui, justement peut-être là pour le coup de faire son deuil et d'accepter le décès de ce patient. Est-ce que toi, tu as des rituels qui te permettent, comme de pas tout ramener chez toi, de fermer une porte entre l'espèce... Je le connais, mes rituels, mais l'écriture, pour moi, l'écriture, c'était un vrai rituel. L'écriture, ça a été une de mes grandes amies tout au long de ma vie. Au début, adolescence, pour m'aider à séduire, parce que c'est vraiment une vraie aide lorsqu'on ne sent pas forcément à l'aise dans son corps. À l'âge adulte, pour essayer de comprendre des grandes notions comme l'amitié, la famille. Et ça, je pense que je n'ai pas tout compris tout à fait. et surtout, c'est un vrai pilier pour moi dans mes études de médecine, parce que lorsqu'on est confronté à toutes ces choses, pouvoir en parler sur le papier, essayer de décrypter ce que je venais de vivre, en fait, ça a été essentiel. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de ma femme, mais ma femme c'est quelqu'un d'exceptionnel et qui compte énormément pour moi. Et à l'époque, on était juste au début. On a commencé à se voir au début de l'internat, donc il y a 10 ans. Et je sais que quand je rentrais de mes journées d'internat, que c'était dur, je me posais sur mon ordinateur et j'écrivais. Et j'écrivais ce que je vivais, parfois je pleurais, etc. Et elle lisait souvent ce que j'écrivais. Et elle m'a dit, mais il y a un truc à faire avec ça. C'est assez amusant. Et donc très longtemps après, certaines de ces pensées, certaines de ces pas-côtés que j'ai fait à ce moment-là, ou ce recul, j'essaie de prendre qu'à ce moment-là aussi, en fait, j'essaie de me détacher de mon corps et finalement de faire que cette caméra qui était à travers mes yeux passe au-dessus de moi et analyse ce qui se jouait entre ce médecin et ce patient dans cette situation. Voilà. Tout en essayant de comprendre vraiment ce qui se joue à l'intérieur de moi. Parce que je sais qu'on n'est pas forcément très objectif dans ces moments-là. Et une fois que j'avais écrit ces textes-là, et je sais qu'il y a plein de voix que j'ai enfermées dans ces carnets, et d'ailleurs, je crois, il y a un texte que j'ai jamais fait, moi je le publierai jamais parce que c'est très compliqué. Je me souviens d'un texte que j'avais écrit, mais qui est mort avec des grands points d'interrogation, parce qu'en fait, ce patient-là, je l'adorais. Et je crois qu'on l'avait dit, le patient de la chambre 1 tel est mort. Et pour moi, ça m'avait fait beaucoup de mal de ces personnes avec qui je riais, parce qu'on riait beaucoup avec ce patient. Qu'il ne soit pas nommé. Qu'il ne soit pas nommé. Et à l'époque, aussi du Bataclan, des choses comme ça, je trouve qu'il y a un défaut dans des chiffres, en fait, parfois, même du Covid, des chiffres qui oublient qui sont les personnes derrière les numéros. Et la chance qu'on a, si on peut dire ça, moi, la chance que j'ai, c'est que chaque personne que j'ai connue et qui est mort reste une personne bien en vie à l'intérieur de moi. Et heureusement, il ne restera jamais enfermé derrière un numéro. Et est-ce que vous avez... initier des temps de dialogue au sein des équipes pour justement faire vivre ces personnes qui décèdent, ou en tout cas des moments d'échange, comme tu as pu évoquer sur ces fameuses réunions. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas dans ton service Non. Non, en fait, il faut pas oublier que, encore une fois, il faut avoir de vue que le premier objectif de notre métier, c'est de soigner. Et que si jamais on avait du temps à déployer en plus, ça serait pour améliorer nos soins. Voilà, moi, j'ai très envie dans mon service de déployer plus de protocoles, de développer plus de choses pour qu'on fonctionne mieux, pour qu'on améliore certains points. Et rien que ce temps-là, il faut le trouver. Donc si j'avais du temps à déployer, ce serait pour ça. Après, je pense que
tout le monde n'est pas à l'aise avec l'expression des émotions. Et même, certains font leur travail personnellement ou d'autres ne veulent même pas penser au fait qu'il y a un travail à faire. C'est comme si on parlait de la psychanalyse. Certaines personnes vont dire tout le monde a besoin d'une psychanalyse. Et d'autres personnes vont dire mais je ne veux pas en entendre parler. Ce qui est enterré, c'est très bien. Voilà, comme ça, ne m'ouvrez pas le chemin, j'ai pas envie d'y aller. Et je pense qu'il faut respecter ça. Je pense que, cependant, il faudrait qu'il y ait des sortes d'options accessibles pour les gens qui souhaitent, qui souffrent de ces situations. Mais devant les sous-effectifs, les manques de moyens, à la fois humains et matériels, souvent, c'est vrai que demander en plus que les gens prennent du temps dans leur journée pour débriefer de personnes qui ont disparu, qui leur manquent, je pense que c'est complexe à mettre en place. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire. Alors, je pense que c'est complexe. Ouais. Alors, au-delà de leur souffrance par rapport au décès, ça peut être aussi leurs difficultés qu'ils ont eues à annoncer tel diagnostic ou à faire face à la femme d'un patient qui était en colère. Enfin, tu vois, c'est au-delà de leurs émotions. Enfin, mais ça, cependant, on le fait un peu. Moi, souvent, avec mes collègues, on vient toquer au bureau, fait j'ai quelque chose de compliqué là. Voilà, il y a un tel patient, il y a son fils qui a sorti son portable pour m'enregistrer. Je l'ai pas très bien vécu. Moi, à ce moment-là, c'est un peu énervé. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que j'ai bien réagi? Donc voilà, ça se fait un peu en off. Mais ça, je pense que si tout le monde le fait, souvent, j'entends une infirmière qui va dire à une autre, voilà, il s'est passé ça avec tel patient. Et qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est plutôt en fait des débriefs et des débriefs, des débriefs de situations vécues à chaud souvent, ou parfois même on peut se réunir pour dire voilà comment réagir à ce type de situation. Mais c'est plutôt officieux qu'officiel. Ok. Et comment tu fais par rapport avec un patient, parce qu'il y a des patients qui sont dans le déni, qui n'ont pas envie d'entendre que... Le déni de quoi? Le déni de leur future mort. Comment tu... T'entends quoi par déni de leur future mort? Il y a des patients qui n'ont pas envie d'entendre que ça s'amorce pas bien, quoi, que les choses vont... c'est pas, à ce moment-là, c'est pas un déni de future mort, c'est un déni... De la situation. Voilà. Pour moi, ça, c'est... tout le monde sait, je pense que personne n'est en déni qu'on est mortel. Ça, c'est... Cependant, on peut être en déni qu'on nous dit qu'on va bientôt mourir. Voilà. Mais par exemple, comment tu fais avec un patient Mais nous, on n'en sait rien que la personne va bientôt mourir. Qu'on soit bien clair à ça. Sauf si vraiment la personne est en arrêt des soins thérapeutiques, qu'elle est en soins palliatifs. Alors, je te parle d'arrêt de soins thérapeutiques. C'est-à-dire, les traitements ont été essayés, plusieurs traitements. Il y a plus de... Vous estimez qu'il n'y a plus d'issue, en tout cas, plus de traitement possible. Donc, la personne arrête des soins thérapeutiques, comme tu dis. Ils sont plutôt actifs, on va dire actifs. Voilà, elle va rentrer en soins palliatifs, en phase palliative. Juste, il faut vraiment être vigilant à ça. Il y a des études qui ont montré que parfois, chez des patients, faire des soins palliatifs, des soins de confort efficaces, comparé à des soins, des traitements vraiment actifs, les patients vivaient plus longtemps avec les soins de confort qu'avec les traitements actifs. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Non, mais pour ceux qui les écoutent, c'est important de dire quand on fait des soins palliatifs ou les soins de confort, on n'est pas en train de tuer quelqu'un. Parfois, il va rester bien plus longtemps en vie que si on avait fait des traitements qui pourraient être nocifs. J'ai justement fait un post là-dessus parce que sur les soins palliatifs, ça ne veut pas dire que c'est foutu. Et au contraire. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, les soins palliatifs, il faut les rencontrer le plus tôt possible. Mais c'est très mal accepté parce qu'il y a une mauvaise image. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup encore à communiquer effectivement sur l'image des soins palliatifs et de faire comprendre que c'est un plus plutôt qu'un moins, ça veut pas dire que ça peut être justement deux équipes qui travaillent. Et on les emploie beaucoup trop tard aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord. Mais parce que aussi, c'est un aveu d'échec. Moi, j'ai entendu un aveu d'échec. Je voulais revenir avec ça. Pourquoi si on ne parle pas de la mort en études de médecine? Pourquoi si on ne fait pas de brief autour de la mort? Pourquoi le corps il disparaît directement de la chambre? Je pense qu'on a un problème avec la mort. La mort, c'est un échec. En médecine, quand on veut que les gens restent vivants, la mort, il faut la cacher rapidement. Personne n'est mort. Et donc, c'est ça aussi le problème. C'est que la mort, c'est quelque chose dont on ne veut pas voir. Donc, en fait, et même, c'est plus partie de la médecine. La médecine se cantonne à la personne est en vie et la personne est en vie. Et une fois que la personne n'est plus en vie, finalement, c'est presque plus notre domaine. Ce serait plus notre spécialité. Presque, il faut qu'elle sorte de l'hôpital. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce sujet-là. Pourquoi en médecine, on ne t'apprend pas la mort? Parce que la mort, c'est plutôt le travail de celui qui fait les pompes funèbres ou celui qui va faire la cérémonie religieuse, etc. Ouais, mais c'est justement, je pense, qui explique que tu as des services de soins palliatifs, justement, qui se plaignent, entre guillemets, que les patients arrivent trop tard. Que le service d'oncologie va
attendre trop longtemps, alors qu'en fait, il y a potentiellement du confort à apporter, justement un espace de dialogue à ouvrir. Je pense que c'est tout à fait lié à ça, au sentiment d'échec face à la mort. Mais finalement, est-ce que dans la médecine, il n'y a pas aussi d'aider à bien mourir? Et ça passe aussi par ça, c'est-à-dire de savoir à un moment demander un relais ou en tout cas un partenariat. Ben, c'est tout le débat. Hein. Moi, je vois beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui... moi, je ne vais pas me lancer non plus à parler sur la loi qui a été débattue. Et tu m'as bien dit, je ne veux... je ne veux pas en parler parce qu'en fait, c'est encore une fois, moi, je ne suis pas un expert. Moi, j'ai mon point de vue, j'apprends tous les jours. Je suis confronté à des patients parfois qui sont en demande, mais je pense qu'on n'a pas assez... Finalement, c'est facile d'aider des gens à mourir quand parfois on n'a pas les solutions pour bien les soulager. Et je vois des acteurs qui sont très, très inscrits dans ces projets-là, qui me font beaucoup réfléchir. Parce que c'est vrai que c'est une solution de facilité parfois, mais... je n'ai jamais été en grande souffrance. Je n'ai jamais été dans des situations où peut-être je demanderais ces aides-là. Mais je pense que d'abord, il faut, encore une fois, faire en sorte que les personnes soient en confort. Et je te parlais sur ça, oui, parce que tu disais d'aider à bien mourir. Et je pense qu'il faut faire attention, parce que les termes aujourd'hui sont mélangés. Et aider à mourir, pour moi, c'est plutôt, je pense, comme tu l'évoques... Aider à bien partir. Ça veut dire qu'en fait, que ça soit... que quand quelqu'un est dans des étapes de sa vie où il a une maladie mortelle, chez qui on ne peut pas proposer de traitement curatif, c'est d'avoir le bon soutien psychologique, les bons soins de confort, les bonnes structures adaptées. Ouais. Et ça veut dire que il ne faut pas que quand on soit mourant, ou quand on soit sur le point de mourir, on soit dans un inconfort tel qu'il faut absolument nous endormir. Au contraire, il faudrait qu'on soit dans une maladie qui est grave, mais dans un confort à la fois psychologique et physique. Après, c'est peut-être utopique, c'est idéaliste, mais je pense que c'est ça qu'il faut viser. Complètement. Et donc, est-ce que tu as déjà eu, pour venir à ma question, des patients qui n'étaient pas prêts à entendre qu'il n'y avait plus de possibilités et que... alors évidemment, vous ne pouvez pas dater une mort, même s'il y en a encore des spécialistes qui annoncent des diagnostics avec il vous reste 3 mois à vivre, il vous reste 6 mois à vivre. Enfin voilà, Ça, on en a parlé aussi dans le podcast avec David Rémy, parce que la durée, selon moi, il ne faut pas la dire. Et même dans les études, quand il y a des durées, des médianes de survie, etc., vous voyez que c'est une médiane. Ça veut dire qu'en fait, il y a des patients qui sont... En fait, un patient, ce n'est pas des statistiques. Un patient, il aura son expérience à lui, sa maladie, son corps, il va peut-être avoir sa durée de vie à lui. Et il ne faut pas oublier que quand on donne des médianes ou autres, des patients vont peut-être arrêter de faire des projets ou faire des projets au contraire. Et on ne sait pas, on n'est pas devin. Donc oui, effectivement, je pense que là, les mots ont une grande valeur à ces moments-là parce qu'on peut tout entendre. Et je n'ai jamais vu un patient qui était complètement dans le déni. Je pense que les personnes, ils ont chacun une manière d'aborder les sujets. C'est sûr que si on dit brutalement à quelqu'un, mais vous avez pensé que vous allez bientôt mourir, vous avez fait ce qu'il fallait, bah oui, n'importe qui se braque. Voilà. Mais si on aborde les sujets selon la personne qu'on a en face de nous, encore une fois, il n'y a pas de formule magique, en voyant le chemin que la personne nous ouvre pour parler de ces sujets-là, déjà de comprendre est-ce qu'il a compris à quel point la maladie était grave, ou est-ce qu'il a compris que le traitement qu'on lui proposait, il avait peut-être moins de chances de réussite que celui précédent, mais qu'il avait quand même des chances de réussite. Ouais, c'est pas pareil. Moi, je dis souvent à mes patients qu'en fait, on ne sait pas à quel traitement ils vont répondre. Bien sûr que le premier qu'on fait, c'est on le fait parce qu'on pense que c'est celui qui fonctionne le mieux et qui a le plus de preuves, mais qu'en fait, on en faisait d'autres parce qu'on pensait qu'il fonctionnait. Et je leur dis que le moment où on pense que le traitement, vous pensez plus d'effets secondaires que de bénéfices, à ce moment-là, on discutera ensemble et je pense qu'on n'en fera pas. Et on explique aux patients que je préfère que vous remettez aucun quai, que vous allez faire une randonnée avec votre famille dans votre maison de famille, plutôt que faire un traitement, revenir ici toutes les 3 semaines à l'hôpital avec des effets secondaires, des bilans biologiques, etc. Parfois, il faut essayer de démédicaliser un peu. Il ne faut pas oublier que le futur, il est très complexe. Je dis beaucoup de mots complexes, mais c'est vrai qu'il y a la complexité. Et moi, j'aime beaucoup Edgar Morin pour son éloge de la complexité. C'est vrai que on n'arrive souvent pas à comprendre tous les paramètres qui jouent dans une décision. Et donc, je disais, ces patients qui ont des maladies qui sont devenues chroniques, le futur, c'est quelques mois après, parce que pour se projeter, pour organiser des vacances, des choses comme ça, il essaie juste de voir quand est-ce qu'on va avoir un trou entre 2 traitements, entre 2 bilans. Et donc déjà, moi, je pense que parler de ces sujets-là, ça permet de se réapproprier un peu son futur à moyen terme. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, tu as répondu à ma question. Et est-ce que parfois, tu as des familles qui sont dans le déni, c'est-à-dire que tu as le patient qui... Parce que souvent, il y a des temporalités différentes. Et puis, parfois,
le patient est au courant du diagnostic, ne va pas le partager à sa famille, comme cette femme éventuellement. Parce que, en fait, quand tu es spécialiste, tu as aussi ce rapport à l'entourage, aux proches. Ça, c'est plus compliqué à gérer, j'imagine. La situation que tu as citée, pour moi, c'est une des meilleures. C'est que le patient est au courant de son diagnostic, il est au courant de son, on va dire un peu, il a compris un peu le pronostic, bien qu'encore une fois, on n'ait pas les clés. Et c'est lui qui choisit ou non s'il en communique à son entourage. Les situations qui sont plus compliquées, c'est un patient qui parle mal la langue, accompagné par la famille, et on ne sait pas qu'est-ce qui est dit par la famille. Le patient, il n'était pas au courant qu'il avait un cancer. Et pourtant, le patient était là à chaque consultation, avec les enfants qui traduisaient devant nous, ils disaient qu'ils traduisaient tout. Et à un moment, en fait, on s'est dit, mais est-ce qu'il a compris, le patient ? Et du coup, on a fait venir un traducteur. Et en fait, et là, on était en conflit un peu avec la famille, parce que nous, on voulait absolument que le patient, parce que pour nous, c'est primordial, en fait. C'est le devoir d'informer le patient. C'est lui qui est maître de ses choix, etc. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est que comment on peut être certain que le patient comprend bien ? Le plus important, c'est que le patient comprenne. Et aussi, il y a des patients qui sont de plus en plus dans l'esprit un peu paternaliste, qui veulent qu'on prenne les sur leur place. Et là, il faut faire vraiment l'alliance thérapeutique. Que oui, on va essayer de lui proposer ce qu'on trouve le mieux, mais qu'il faut qu'il participe à la décision pour accepter le traitement, pour bien comprendre les informations. Et par contre, la famille, c'est pas notre rôle à nous d'informer toute la famille. Voilà, nous, on est une personne de confiance qui nous a été donnée par le patient. Si la famille, si la sœur ou la cousine vient nous voir pour demander qu'est-ce qu'il a, on ne doit rien dire, c'est du secret médical. Voilà, donc, et ça arrive assez régulièrement, que quelqu'un vienne en dehors pour avoir des informations. Non, on ne doit rien dire. Donc le principe intéressé, celui qui vit cette maladie, celui qui doit vivre nos informations, c'est la personne qui est atteinte de la maladie. Et même s'il y a un accompagnant, c'est qui doit avoir compris l'information, c'est la personne qui est atteinte de la maladie. Il arrive que la personne peut avoir des déficits de compréhension ou liés même parfois des troubles cognitifs. À ce moment-là, il faut faire tout ce qui est dans notre possible pour que la personne comprenne, avec des schémas, avec des dessins, etc. Et parfois, même se faire aider par des confrères ou autres si on a besoin. Et tu parlais tout à l'heure des directives anticipées, un vaste sujet. On est trop peu nombreux à les avoir rédigées. Je crois que c'est 11% chez les plus de 65 ans. J'ai plus de 65 ans, en plus, alors qu'en fait, on pourrait tous le faire. Exactement, il n'y a pas d'âge pour mourir, on le rappelle souvent. Est-ce que c'est un sujet que toi-même, tu essayes d'aborder avec les patients Non, c'est pas ton rôle. Non, déjà d'une part, et d'autre part, tu dis c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour mourir, mais tu vois, moi actuellement, j'imagine pas, je pense que personne n'imagine mourir demain, et j'espère qu'aucun de nous, ni ceux qui nous écouteront, mourront dans les cinquantaines d'années à venir. Et d'ailleurs, j'ai pas fait mes directives anticipées. Ouais. Voilà, alors qu'effectivement, moi, dans mon idéal, je me dire oui, il faudrait que tout le monde le fasse, mais en fait, le jour où je le fais, ça me projette dans des choses qui sont pas agréables. Ouais, une forme de superstition, il va m'arriver malheur. Voilà, c'est jamais agréable. Et en plus, je sais encore une fois que la pensée évolue très vite. Donc en fait, on dit, non, mais dans un mois, peut-être j'aurais changé d'avis, dans 2 mois, j'aurais changé d'avis, donc autant le faire le plus tard possible. Mais c'est quand le plus tard possible ? Ça, c'est quelque chose d'autre. Et tu me disais, est-ce que les patients, j'en parle de directives anticipées ? Pas du tout. Non. Parce qu'encore une fois, on est dans des discussions qui sont lourdes. On parle de traitement, on parle d'organisation, parfois on a des sujets liés à la maladie, liés à la mort. Parfois, il y a des sujets amoureux, des sujets d'enfants, des sujets de travail, de perte de travail. Enfin, rajoutez par-dessus ça, il faut que vous fassiez des directives anticipées où vous disiez exactement... C'est plutôt pour la phase palliative, ça arrive plus tard. Ou dans une consultation séparée avec quelqu'un, le médecin généraliste ou autre. Mais je pense qu'il faut aussi... ou si le patient en parle. On dit souvent que lors d'une consultation, on retient à près de 2% de ce qu'on dit. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut quand même rester dans des points très clairs et sinon refaire des consultations. Mais si on commence à vouloir tout mettre dans une consultation, je pense qu'on ne met rien du tout. Ouais. Et puis, c'est l'advanced care planning là, qui est en train potentiellement d'arriver, de prévoir presque des consultations de préparation. Enfin, je veux dire, voilà, où on a vraiment le temps, mais qui sont faites en amont, comme tu le disais, c'est-à-dire d'être beaucoup plus en amont sur les réflexions potentiellement palliatives et de permettre en fait, aussi aux personnes de cheminer sur leur volonté, mais sans que sans qu'on arrive sur la fin d'un traitement. Peut-être ce que Nicolas Ménez, je ne sais pas si tu l'as lu, son livre, je ne sais plus comment il s'appelait, mais c'est de dire, mais en fait, on a besoin de temps et surtout peut-être de réflexion, mais même parfois familiale,
pour réfléchir à tout ça. Mais ça se fait pas dans la précipitation, ça se fait effectivement peut-être pas dans ces consultations où vous êtes plutôt là pour parler d'autres choses, donner de l'espoir, de la force, parler des traitements. Et on peut peut-être pas tout mélanger. Et en fait, ce que tu as dit est très juste, j'y ai jamais pensé auparavant. Peut-être qu'il faudrait en fait avoir un temps de réflexion sur si vous arrivez d'une maladie grave, à ce moment-là, quel serait votre état d'esprit, bien qu'on n'arrive pas à se projeter soi-même dans un état comme ça. Mais dire à ce moment-là, qu'est-ce que vous voudriez faire et peut-être accompagner sur un processus de directive anticipée, dans une projection peut-être il faudrait le faire sur une vision presque un peu comme une fiction, quoi. Si jamais vous arrivez ça, à ce moment-là, qu'est-ce que votre personnage écrirait? Il y a une jeune femme que je connais qui a mis en place comme ça un escape game, si tu veux, autour des directives anticipées. Je pense qu'il y a peut-être d'autres façons d'aborder. Je pense que la gamification, ça aide pour beaucoup de choses. Moi aussi, ce qui m'aide beaucoup à réfléchir à ces questions de la mort, etc., moi, ça a toujours été l'écriture aussi. Et d'ailleurs, je t'en ai pas parlé, mais c'est vrai que mon premier roman que j'ai écrit, c'était un roman lorsque j'étais interne, que j'ai auto-édité sous un pseudonyme, qui parlait d'une femme... Comment il s'appelle ? Il s'appelle Un battement d'ailes, E2LE. Voilà. Et c'était son pseudonyme, il s'appelle Gaston Marie. C'est le prénom de mon grand-père et de ma grand-mère. Et aussi mon deuxième prénom, Gaston. Okay. Et en fait, c'est une femme qui avait un peu plus de 50 ans, qui a un cancer du poumon assez grave et qui va mourir de ce cancer du poumon et qui va renaître dans le corps d'un petit garçon. Mais qui va accoucher avec lui, qui va renaître dans son corps, qui va avoir accès à la vie à travers ses yeux, son audition, etc. Mais le petit garçon ne va pas savoir qu'il est habité par cette femme, et cette femme ne peut pas communiquer avec le petit garçon. Voilà. Mais j'ai pas voulu publier déjà sur mon vrai nom, et ni le faire vraiment publier, parce que je voulais pas que des patients qui allaient me voir en consultation tapent mon nom sur Internet, et tombent sur ce roman, et se disent, oula, ce médecin, il croit à la réincarnation, il s'en fout si je vais vivre ou mourir. Alors qu'au contraire, moi, je veux que mes patients, encore une fois, vivent le plus longtemps possible, en bonne santé, et si possible, sans maladie. Et le deuxième roman, peut-être que tu es au courant, que j'ai sorti récemment, lui qui est vraiment édité, lui aussi, finalement, qu'est-ce qui m'a fait l'écrire ? C'est aussi l'idée de la mort. Parce que j'ai voulu faire, en fait, une société où tous les habitants savaient qu'ils allaient partir à une certaine date. C'était su depuis le départ. En fait, ils sont tous arrivés un jour, ils savent qu'ils ont une sorte de deadline, une limite, c'est équivaut à 50 gongs. Le gong, c'est l'équivalent d'un an pour eux. Et là, ils vont prendre un bateau pour quitter l'île. Il y a une sorte d'inconnu, parce qu'ils prennent un bateau pour aller à un endroit où ils ne savent pas où, personne n'est jamais revenu. Quand après nous avec la mort, ils parlent des fabulations sur l'après, sur le voyage en lui-même, sur la vie d'aujourd'hui qui a plus de sens, sur celle d'après qui a plus de sens. Et pour donner de leur valeur à leur existence sur cette île, ils ont le choix de travailler ou pas. Parce que sur cette île, j'ai aussi introduit un revenu universel, où ils peuvent en fait, ils ont aussi une habitation juste assez simple, la nourriture assez simple, des vêtements assez simples. Donc si on choisit de ne pas vivre, de ne pas travailler, on peut juste vivre oisivement comme ça, en attendant le départ. Mais certains vont choisir de travailler parce que ça occupe aussi les jours. Voilà. Donc en fait, cette réflexion de la mort, elle a occupé chaque fois mes travaux littéraires, parce que pour moi, c'est une grande interrogation. Et même si je m'y prépare beaucoup, c'est vrai que j'ai réfléchi... Ta propre mort ? À ma propre mort, et j'y réfléchis assez souvent, parce que je la crains, mais encore une fois, je l'aime, parce que c'est ça qui donne... Même... Tu sais, à ta vie. Ouais, mais même c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec toi, c'est parce que c'est des petits moments de la vie qui font en sorte que tu as du sens, ce que tu fais, tu es aligné avec ce que tu as envie d'être. Et donc il y a un peu de la fascination, et donc lorsque j'écris, j'essaie de comprendre ce qu'elle signifie dans nos vies. Et donc lorsque tu m'as contacté pour cet épisode, c'est vrai que pour moi, je me suis dit qu'il y avait du sens. Et d'ailleurs, attends, c'est drôle, je pense qu'on le fait tous. C'est amusant, moi, parfois, je m'imagine à dire ce que je dirais à la mort de telle ou telle personne. À faire le discours d'enterrement ? Ouais, mais ça, on le fait tous. Mais je pense que tout le monde le fait. Et c'est amusant parce que dans ces moments-là, tu vois comment je vois comment mon discours change selon le moment, etc. Et c'est important pour moi parce que je pense que j'arrive à considérer à ce moment-là la personne, ce qu'elle est. Parce qu'en fait, je pense que je dirais pas... j'essaie, quand je fais ces discours un peu mentaux, de pas être quelque chose un peu genre c'était la meilleure personne du monde, et d'être assez honnête avec ce que cette personne m'a apporté. On fait pas toujours aux enterrements. Mais... Oui, mais moi, j'espère que j'arriverai à avoir quelque chose d'authentique, mais c'est compliqué. Et
Mais je pense que ces discours d'enterrement, on les fait tous. Et je sais pas si on les fait tous. Je pense. En fait, il y a pas longtemps, il y a ma femme qui m'a dit qu'elle a réfléchi à un discours d'enterrement de quelqu'un. Et du coup, je me suis dit, en fait, je suis pas le seul. Ouais. Et je pense que du coup, si elle le fait, on est déjà 3. Bon, c'est déjà pas mal. Voilà. Et est-ce que, pour finir, puisque tu prends la parole justement sur LinkedIn, est-ce que du coup, j'ai l'impression que des personnes viennent à toi, sont touchées par tes mots, que je ne dois pas être la seule, bien sûr. Et est-ce que tu as l'impression d'ouvrir une voie au droit d'exprimer le cœur sous la blouse ? En fait, ce parti pris mon parti pris, d'exprimer un peu ce que nous vivons dans ces expériences souvent qui ne sont pas nommées, je pense qu'il y a beaucoup qui se... Enfin, je pense pas, je suis sûr, il y en a beaucoup qui se reconnaissent dedans. Il y a pas longtemps, j'ai pris la parole sur la place du soignant et j'ai parlé de ces expériences-là. Il y en a beaucoup qui sont venus me voir après en disant, voilà, en fait, ce que vous avez raconté, c'est exactement ce qu'on vit, mais on n'en parle pas. Je pense pas si d'autres vont prendre la parole, mais c'est vrai que je pense pas être la parole de la profession. Je pense que si mes mots ils trouvent un écho, une résonance discrète chez les personnes qui me lisent, à ce moment-là, moi, j'ai tout gagné. Parce que on pense souvent que ces questions que l'on se pose, on pense qu'on est les seuls à se poser. En fait, qu'il ne faut surtout pas les dire, parce que sinon, on va être considéré comme luluberlu ou autre. Mais en réalité, en fait, on se les pose tous. On se les pose tous, éléments différents, les gardes secrètes. Et donc ça, je pense avoir ouvert ça. Je pense avoir ouvert le fait qu'on se reconnaît entre nous. On se dit en fait, et d'ailleurs ça se voit avec l'écho qu'ont mes textes, parce que à chaque fois je suis étonné de voir combien de personnes réagissent ou me mettent un petit mot en message privé. Enfin, je me dis, je ne pensais pas qu'on était autant à avoir ce ressenti-là. Parfois, et c'est ça qui m'a encouragé à continuer d'ailleurs. Parce qu'au départ, quand j'ai eu mes premières expériences, je me suis dit, bon bah... toujours un peu peur la première fois. Oui, et je me suis dit, en fait, voilà, je vais passer pour la personne qui se prend la vie en pleine face. Et en fait, on se la prend tous. Voilà, on se la prend tous, mais on n'ose pas assez l'exprimer. Et donc, est-ce que d'autres personnes prennent la parole suite à mes posts ? Sur LinkedIn, c'est compliqué parce que je pense que moi, j'ai la chance que c'est que j'ai réussi à prendre l'axe de la beauté, peut-être. C'est vrai. En prenant, moi, j'adore la musique des mots. Puis tes images aussi sont très poétiques. Les images, je travaille beaucoup. Parfois, je travaille plus mes images que mes mots, parce que ça me prend beaucoup de temps, mais je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Et donc, la beauté, ça rend les choses acceptables, parce que je pense que sur un coup d'une expérience un peu brute, crue, les gens ne le liront pas, ou n'iront pas au bout. Ou ça peut faire trop personnel, ou pas assez juste. Et ce qui est, encore une fois, compliqué et complexe, dans ce que j'essaye de dire, c'est trouver une justesse entre ce que je ressens, ce que j'ai ressenti, et ce que peut-être tous peuvent ressentir. Et en essayant d'être juste. Mais en même temps, tu parles en jeu. Je parle en jeu, mais lorsque je fais ce recul, je parle toujours de moi, de ce que j'ai ressenti. Et après, j'essaie vraiment de déplacer la caméra. Et dans ce moment-là, j'essaye vraiment de toucher cette expérience commune. J'arrive pas forcément toujours. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai plein d'histoires. Plein d'histoires. Tous les jours lors des consultations, je me fais, mais ça, il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça. Ça peut être le clavier, ça peut être une chaise, ça peut être des choses. En fait, je me dis, il y en a partout. Et au tout début, lorsque j'ai commencé à écrire sur les réseaux, c'était sur Instagram. J'avais un compte s'appelait Croquis littéraire. Et en fait, je racontais les petites histoires du métro parisien. Et tous les jours, je faisais une histoire. En fait, sur ce qui se passait dans le métro. Parce qu'en fait, c'est un concentré, un microcosme de sociologie, de la personne qui... Un peu moins aujourd'hui avec les téléphones, mais... Peut-être, mais non, il y a toujours la personne qui va pleurer de son côté, un homme fort en costume, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Il peut avoir un dessin d'enfant laissé sur le sol qui a été piétiné depuis. Et en fait, il y a aussi ça dans la vie, en fait, ce que je raconte à travers la médecine et de mes journées. En fait, c'est présent dans toutes nos journées. En fait, il se passe plein de choses autour de nous. Et la société, c'est ça qui est passionnant. C'est qu'en fait, il y a toutes nos interactions sociales. Et même dans la non-interaction, il y a de l'interaction. Parce qu'en fait, dans la non-interaction, il y a plein de... On parle toujours du non-verbal. Bah, c'est un peu ça aussi. Ça veut dire qu'en fait, dans deux personnes qui se tournent le dos ou autre, ça veut dire beaucoup de choses. Et bon, bref, j'ai un peu fait la digression. Mais... et donc, j'ai juste remis ce qui se passait en médecine, en cancérologie, dans nos milieux qui sont parfois plus âpres, plus silencieux, plus sombres, dire qu'il y a la même couleur d'être humain que partout ailleurs, il suffit juste de le regarder.
Il suffit juste de le regarder. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci à toi de m'avoir invité, j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec toi. Moi aussi.